Bonjour, alors est-ce qu'on peut vraiment vivre sans compte en banque? C'est une idée qui fait son chemin et aujourd'hui on va décortiquer ensemble le mythe et la réalité derrière ce qu'on appelle la débancarisation. En fait, tout part de cette question. Une question que de plus en plus de monde se pose. Après toutes les crises financières qu'on a connues, c'est normal de se demander si notre épargne est vraiment bien à l'abri dans le système classique. C'est cette anxiété, tout à fait légitime, qui pousse à chercher d'autres solutions. Pour bien comprendre cette tendance, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le terme clé. La débancarisation, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, l'idée, c'est pas de revenir au troc ou de tout cacher sous son matelas. Non, non. Le but, il est bien plus stratégique. Il s'agit de réduire sa dépendance aux banques pour se protéger des risques qui pèsent sur l'ensemble du système financier. Et concrètement, comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs stratégies. La plus simple, évidemment, c'est de garder du cash. Une approche un peu plus poussée, c'est d'investir dans des choses concrètes, des actifs physiques comme l'or ou la pierre. Et puis, plus récemment, on a vu apparaître les fintechs qui proposent des services financiers en dehors des sentiers battus. Mais alors pourquoi? D'où vient toute cette méfiance? Quelles sont les vraies raisons qui poussent à vouloir s'éloigner, même un peu, du système bancaire? En fait, le moteur de tout ça, ça se résume à une seule chose, la confiance. Ou plutôt, son absence. Les événements de ces 20 dernières années ont vraiment laissé des cicatrices. Cette confiance, elle s'est effritée petit à petit. D'abord en 2008, la crise des subprimes qui a montré à quel point le système mondial était fragile. Puis en 2011 et 2013, en Grèce et à Chypre, où des citoyens se sont retrouvés du jour au lendemain sans pouvoir accéder à leur propre argent. Et même en 2020, la pandémie a montré que l'accès physique à une agence n'est jamais garanti. À chaque fois, l'idée qu'il faut un plan B a fait son chemin. Du coup, la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce qu'on peut vraiment tout plaquer? Est-ce que c'est réaliste d'imaginer une vie financière à 100% en dehors des bancs? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Pour la vie de tous les jours, c'est quasiment mission impossible. Payer ses factures, recevoir un salaire, utiliser une carte bancaire, tout ça, ça nous ramène presque toujours au système traditionnel. C'est pour ça qu'en réalité, on parle surtout de solutions hybrides. Et justement, pour rendre les choses plus concrètes, on va se pencher sur un exemple de solution hybride et analyser la promesse d'un acteur du secteur, Veracash. Leur proposition, elle est assez simple à comprendre. Ils offrent un moyen de paiement moderne, donc une carte, mais la valeur de cette carte n'est pas basée sur des euros sur un compte, mais sur de vrais métaux précieux détenus physiquement. En gros, c'est l'idée de combiner le meilleur des deux mondes, la facilité du moderne et la sécurité de l'ancien. Bon, alors, cette promesse, est-ce qu'elle est tenue? Est-ce qu'on a vraiment affaire à un compte sans banque? On va vérifier ça point par point. On commence par le socle, ce qui donne sa valeur au compte, les actifs tangibles. Derrière les comptes des utilisateurs, il y a d'abord 3 tonnes d'or, et on parle bien d'or physique, stocké dans des coffres, qui sont audités et qui sont en dehors du circuit bancaire. C'est ça la contrepartie réelle de l'épargne. Et c'est pas tout. À cet or, il faut ajouter 31 tonnes d'argent métal. On a donc bien affaire à une richesse physique, tangible, qui vient garantir la valeur des comptes. Alors, le verdict final, il est un peu en deux temps. D'un côté, la conservation des métaux et la valeur du portefeuille, là, c'est clair. C'est bien débancarisé, la richesse est bien en dehors du système. Mais de l'autre côté, pour les outils du quotidien, l'IBAN et la carte de paiement, là, on reste connecté au réseau bancaire classique. Et en fait, c'est un peu inévitable si on veut que ça marche partout. Donc voilà, le bilan de cette petite analyse est très clair. On est en face d'une solution qui est purement hybride. On a donc une sorte de double nature. D'un côté, il y a le fond, la valeur de l'épargne, qui, elle, est protégée des risques parce qu'elle repose sur du physique. Et de l'autre, il y a la forme, les outils pour dépenser au quotidien, qui, eux, restent branchés sur le système pour que ce soit pratique. La valeur est sécurisée et la commodité est préservée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, que la débancarisation, c'est une stratégie pour mettre son épargne à l'abri des gros pépins du système. Ensuite, que la séparation totale, c'est un peu un mythe, c'est quasiment impossible au jour le jour. Et enfin, que les solutions les plus réalistes aujourd'hui sont donc hybrides. Elles cherchent le meilleur compromis possible entre la sécurité et la praticité. Et on va terminer sur une question ouverte. La vraie réflexion, au fond, ce n'est pas de savoir s'il faut tout sortir des banques, mais plutôt de trouver le bon équilibre. Quelle part de son patrimoine devrait être à l'abri des risques du système, tout en gardant assez de liquidité pour vivre au quotidien? La réponse, bien sûr, elle est personnelle à chacun, mais la question, elle, mérite vraiment d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse